Du coup voilà, j'ai fait top 16 au championnat de Belgique, j'ai fait 9-0 à l'issue des rounds et j'ai joué pur Mitsu. Je me suis fait sortir malheureusement directement au top 16, mais voilà, pas de regret, je pense que la liste était bonne. Ici, ce que je vais faire, comme ça vous savez, je vais d'abord vous montrer toutes les cartes et après on prendra le temps de tout expliquer. Mais comme ça, il y aura la liste une fois au complet et après j'expliquerai carte par carte parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à discuter. Du coup, pour les pur Mitsu, enfin pour les Langine, je jouais 3, 2 et 1. Et au niveau des names, je jouais le Kusanagi, les 2 Saji et 2 Aramasa. Enfin, j'ai dit les 2 comme c'est classique, mais ça ne l'est pas. Mais ça, j'expliquerai après. Ensuite, pour la consistance, je jouais les pré-prep et le miroir. Les 3 prayers, donc c'est tous les accès à Aramasa. En tout cas, ceci. Les 3 magies rituelles et le pot de prospect. Ça, c'est d'un point de vue consistance. Et ensuite, d'un point de vue engine requirement, je jouais Magatama et Purif. Parce que sinon, je considérais que les boards n'étaient pas assez forts. Ça, c'est pour l'engine Mitsu. Hop, ça colle. En non-engine, je jouais le call by, 3 impulse, 3 fuva, 3 purulia, 3 droll et 3 icônes. Pareil, j'expliquerai plus tard ces choix-là. Mais là pour l'instant, je défile la liste. Dans l'extra, je jouais en lien 2, je jouais 2 Dynamondo. Je jouais Dark, IP, SP et j'ai choisi de jouer Phoenix Nightmare. Ensuite en X64, je jouais Dugares, je jouais Baguska, Code Ignister, Evil Swarm, l'autre Evil Swarm, Dragon, donc ça c'est en 4. En 8, je ne jouais uniquement que Dingyirsu, Zeus pour faire Zeus et le Typhon. Hop, ça bouge un peu, voilà. Alors, et maintenant, dans le side, en carte de first, j'ai choisi de jouer 3 jugements, TTTH Crossout, et ensuite en second ou slash malice, 3 Lancea, 3 Chaos Center, et ensuite 3 Spooky. Voilà. Donc ça c'est tout pour la présentation rapide du deck. Maintenant on va revenir sur certaines choses qui peuvent être intéressantes de discuter. Donc je vais réétaler le main deck. Donc d'un point de vue ratio des petits, donc alors, les ratios des petits. Alors il y a une annonce avec un micro dégueulasse. J'ai choisi de jouer 2 Aramasa, 2 Saji, 2 et 1 Kusanagi. Beaucoup de gens jouent 3 et 1. Et moi j'ai décidé de jouer 2 et 2. Pourquoi ? Je trouve que le deuxième Saji est important dans beaucoup de situations. Que ce soit au grind game, c'est un nom que tu préfères avoir au grind plutôt qu'à Aramasa. Parce que tu préfères tuto tes magies pour grind plutôt que tuto des monstres. Étant donné que ton Abakiri, tu l'auras techniquement déjà fait. Donc derrière, si tu as besoin de chercher du follow-up, par exemple quand tu as ton Futsu, donc je vais le mettre là, mais quand tu as ton Futsu ici et que tu vas revendre de ton cimetière le Aramasa, tu vas aller tuto par exemple un autre Saji pour pouvoir aller derrière tuto une autre magie, parce que c'est vraiment les magies qui vont aller te chercher et générer du follow-up, que ce soit la rituelle, que ce soit la prayers. Ensuite, il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que notre manière la plus forte de jouer autour de Droll, c'est de jouer Prayers Androphase. Voilà, cette carte-là. Et typiquement, Prayers avec Saji est beaucoup plus fort que Prayers avec Aramasa. Pourquoi encore ? Parce que, je vais vous montrer le play, en fait, je vais essayer de le faire à l'envers.
En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre main avec Prayers Saji. Et donc, on va venir faire cost ceci en draw. On va aller chercher Aramasa et on va spé Aramasa et on va pouvoir déclarer chainlink 1, chainlink 2. Ce qui fait qu'on est sûr d'aller tuto une magie. Et les accès aux magies sont souvent plus compliqués que les accès aux monstres. Ils ont souvent plus peur de negate Aramasa parce que ça paraît moins important aussi. Et donc souvent, ces deux parties passent et on va pouvoir aller chercher notre magie rituelle ainsi que notre Abakiri. Ça, c'est un autre play qui était important et je pense que je trouve la carte, qui était important pendant tout le tournoi et qui a carry dans pas mal de situations. C'est le fait, dans ce cas-là, en tout cas Game 1, où si je ne sais pas qui joue Impulse ou si je sais qui joue Impulse, je vais tuto Abakiri plutôt que Murakumo pour pouvoir menacer le premier play. Parce que, en fait, je vais arriver en main phase, je vais faire ceci. Si jamais elle se fait une pulse, je vais pouvoir faire Abakiri, envoyer Kusanagi, récupérer la rituelle et pouvoir faire une rituelle du deck et comment avoir accès à mon engine. Si elle se prend pas une pulse, je vais pouvoir spé, je vais envoyer Kusanagi, je vais pouvoir récupérer et je prends toujours pas de rôle à ce moment-là. Et là, je vais pouvoir faire activer et pouvoir rituel du deck. Alors, je prends H sur cette step-là. Ça dépend évidemment toujours de la main. Si on a par exemple notre Prayers, si on a des choses, par exemple des gels à piège ou ce genre de choses pour pouvoir au moins générer. Mais souvent, une fois qu'on a déjà un rituel en rotation, qu'on a des manières de simplifier le board, de gérer le board d'adverse, de le diminuer tout en mettant en rotation notre engine, ça reste suffisant pour gagner. Et donc c'est pour ça que globalement j'ai choisi de jouer 2 Saji parce que je préférais, de 1 j'en voulais un deuxième pour avoir le follow-up, de 2 il est meilleur combiné avec Prayers, et de 3 les one card combo avec ce deck sont très très rares, les end traps sont tellement joués que de toute façon ils passent pas, donc autant rendre des 2 cartes combo plus forts. Voilà, c'est un petit peu la réflexion derrière ça, et Saji rend les 2 cartes combo plus forts, c'est l'idée. Voilà, ça c'est pour l'explication des petits noms. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai perdus même. Non, ils sont là. Donc ça c'est l'explication des petits noms. Maintenant, l'explication sur les grands noms. Pour le coup c'est assez standard, mais je sais qu'il y a des réflexions par rapport au fait de jouer un seul Murakumo, qui n'a pas été mon cas. On peut se dire, alors il y a des réflexions de dire ok, on fait bestial, si on se fait bestial de toute façon il est banni, c'est facile à récupérer, etc. J'ai joué énormément autour des bestiales aujourd'hui, j'en ai croisé vraiment beaucoup, et si on fait attention et qu'on fait en sorte de jouer contre, on a vraiment des possibilités de le faire. Comme par exemple ne jamais mettre Murakumo au cimetière, ou alors typiquement quand on met Murakumo au cimetière et qu'on a ceci, ce qui m'est arrivé pas mal de fois, je vais vous montrer la carte, et qu'on a le miroir. Typiquement, je l'ai fait avec des situations où j'avais encore Prayers en main, ce qui faisait qu'au moment où je faisais miroir et qu'il faisait bestial sur Murakumo au cimetière, je chaînais avec Prayers pour pouvoir aller chercher le deuxième et quand même l'invoquer. Et en fait, derrière, ça fait Rageki sur son bestial et il n'a de toute façon pas de... Et son bestial aura servi à rien. Donc les deux ont servi aussi. Ça sert parfois aussi à létal. Je pense qu'en stream, j'en gagne une en létal avec les deux. Et donc ça met un peu de pression. J'aime beaucoup les deux. J'aime souvent. Excuse-moi aussi... Pierre, ça fait 25 minutes de vidéo. Après on va manger, tu viens avec nous ou pas? Mais tu cuts mon... Ouais, c'est le but. Comme ça. Merci Pierre, bisous. Okay. Bisous. Voilà, c'était Paca. Merci. L'intervention m'est vraiment inutile. Et ça fait pas 25 minutes en plus. Ça fait pas 25 minutes. Ouais. Je leur ai dit que le deck profile allait durer très longtemps et du coup il y a personne derrière la caméra, ils ont juste mis du truc, il y a tout le monde qui a FF, il y a personne qui voulait me soutenir. Bref, c'est comme ça. 2 Murakumo du coup. Aussi en follow-up, j'aimais bien aussi tuto le deuxième pour pouvoir menacer directement quand Futsu va pouvoir spé. Lui, alors j'ai dit que j'allais chercher Shaji, c'est pas toujours vrai, ça dépend vraiment toujours de la situation. Quand j'ai Kusanagi par exemple qui va soit me récupérer une Prayers, ou parfois quand j'ai pas activé la Prayers, c'est que je respecte Kusanagi et je récupère la rituelle. Ça me permet d'avoir ces deux là en main et pour pouvoir mettre une pression dingue déjà au tour suivant. Donc
Je suis très content du deuxième Murakumo, il m'a fait beaucoup de taf. La fun fact, c'est que je me suis trompé de liste quand j'ai submit, il y avait un Wusu à la place de Murakumo. Je m'en suis rendu compte à 23h. J'ai envoyé un message à Paka, il m'a dit tant mieux, j'ai dit non. J'ai quand même pu changer la liste et avant le tournoi j'ai quand même vérifié que c'était la bonne et ça va. C'était celle avec deux Murakumo qui avaient été enregistrés. Du coup dans les line-up de monstres, ce qu'il y a aussi à discuter c'est l'absence de Wusu. En fait j'ai réalisé que Wusu, quand tu le fais, tu as besoin de l'étal derrière et il coûte quand même beaucoup. Mine de rien, alors c'est vrai qu'il attrape mais si tu l'étales pas un malice, ou alors si tu ne remets pas un board derrière, enfin, te cut l'accès à Dynamondo, te cut l'accès à SP, te cut l'accès aux Xyz, etc., ça coûte beaucoup trop cher. C'est une mauvaise carte dans le miroir, ok tu peux attraper des taux, mais si la thune derrière ça sert à rien. Donc typiquement, j'ai décidé de ne pas du tout jouer Wusu. Alors avant je la jouais en main, puis je l'ai passé en side, et puis je me suis rendu compte avec mes patterns que je préfère avoir d'autres cartes que d'avoir Wusu, de toute façon, donc au final j'ai décidé de la cut tout court. Elle est cool dans certains setups, ou par exemple pouvoir l'aspect à Bakiri si j'ai par exemple un monstre niveau 4 et un monstre niveau 8. Je peux faire à Bakiri, je peux aspect Wusu, Tribute, faire une X68, un Dingirsu, taper, faire Zeus. Ça m'est déjà arrivé de le faire en playtest, ou du moins quand j'ai joué le deck avant de préparer spécifiquement pour ce tournoi-là. Mais dans l'idée, il n'est pas nécessaire et j'ai trouvé qu'il n'était pas assez bon et que du coup, voilà, je l'ai cut. Pas de Wusu pour moi. Même pas en side, vous avez déjà vu la première partie. Donc ça c'est pour les monstres. Pour les magies, on est assez classique. Ça je pense que de toute façon il n'y a pas vraiment beaucoup de débat à avoir sur les trois prayers, sur le miroir et les pré-prep. Je perds mon premier round du top 16 parce que je draw les deux. Je vois la magie rituelle, je vois pré-prep, je vois 2 non-engine, je me dis je suis bien. Et non, parce que la dernière c'était ça. Et donc pas du tout. Voilà, ça m'a bien niqué. Donc les trois magies rituelles. 3 magies rituelles, est-ce que ça peut vraiment se discuter dans une version qui n'est pas pure? Oui, dans une version qui est pure, je pense qu'à partir du moment où notre pire ennemi c'est drôle et qu'il est dans tous les main decks, tu veux augmenter tes chances de l'avoir en main avec un monstre rituel. Encore une fois, comme je disais, les one card combos elles exprès vraiment, c'est des 2 cartes combos, donc ça fait partie de tes combo piece. Alors quand elle n'est pas accompagnée, c'est triste, mais on veut quand même pouvoir l'avoir en main sans devoir passer par CLJ parce que ça rend les steps très fragiles à beaucoup de choses. Et donc voilà, en 3, pour le coup, j'ai déjà théorisé sur le fait d'en mettre 2, j'ai jamais essayé parce que la théorie m'a toujours fait dire que non, ça sera jamais pensable. Donc à 3. Et donc ça c'est pas tout pour l'engine, c'est vrai. Pot de prospect. Le pot de prospect parce que de toute façon on ne draw pas dans ce deck là, donc on s'en fout. Par contre, une question qui peut se faire, c'est je ne joue pas pot d'extra. Et en effet, je ne joue pas pot d'extravagance. Pourquoi je ne joue pas pot d'extravagance? Alors, je ne joue pas pot d'extravagance parce que je trouve que dans un format, encore une fois, où notre pire ennemi c'est drôle, on a une carte qui vire une bonne partie de notre extra. À la limite, ça c'est ok. Elle nous fait draw 2. J'ai game 1 une chance incroyable si je vais first de draw des cartes qui sont inutiles, que ce soit le pot, que ce soit n'importe quel charmy, que ce soit parfois des combo pieces souvent qui combinent pas bien ensemble. Et en second, j'ai tous mes non-engine que j'ai mis pour que ce soit les drôles, les Purulia et les Fuvalos. Ça me fait 9 cartes potentiellement qui font dire que mon pot d'extra devient un simple upstart. Ça fait que je me prends drôle en réseau, ce qui fait que si j'ai de toute façon pas de draw d'accès à des magies, je suis mort. Alors que je préfère que mon premier play qui prend drôle me donne au moins la possibilité de jouer des magies. J'avais entendu sur le stream de Joshua qu'il avait voulu le jouer pour bait les haches. Je suis totalement d'accord que parfois les haches il fait mal, mais je trouve que ça te fait plus souvent du mal que du bien. Voilà, donc je playtest la carte, etc. Ça fait changer les ratios non-engine. Je joue pas assez de soft and trap. Je trouve qu'elle ferait sens si on jouait beaucoup de soft and trap pour pouvoir dire ok, dans toute façon si tu draws 2 ça va être 2 bonnes cartes à part si tu draws un autre pot. Mais dans ma liste à moi, je trouve qu'elle fait pas de sens parce que les non-engine que j'ai ne sont pas forcément bonnes à draw avec pot d'extra. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas jouer pot d'extra. Et puis voilà, pas forcément un bon feeling avec. Je perdais souvent, je prenais souvent de roll derrière, je préférais avoir d'autres cartes. Donc voilà pour le pot d'extra. Et du coup je joue que pot de prospect. Je joue
En on-engine, enfin pas en on-engine plutôt, en on-engine requirement, j'ai joué Magatama et Purification main deck. Beaucoup aussi ont cut Purification, mais j'ai réalisé qu'elle était pas... Elle était quand même importante, même en go second, pour pouvoir reset up un board, juste pour pouvoir avoir accès à une rituelle. Quand tu vas second, tu sais pas forcément faire un full board, tu sais parfois si tu joues sur une rituelle, etc. Et si tu sais avoir accès à elle, parfois ça met bien. Plus le follow-up qu'elle apporte dans le cimetière qui est vraiment monstrueux. J'aime énormément de l'avoir en rotation. Si je survis et qu'elle est dans le cimetière, c'est vraiment incroyable parce que l'effet dans le cimetière, pouvoir spé, puis la récupérer avec Kusanagi, etc., contrôler la game, c'est vraiment incroyable. Et Magatama, pour les deux, pouvoir à la fois faire des rituels et à la fois tribute, c'est un pop, c'est un pop en effet rapide, ça complète le board, ça le rend plus puissant et ça devient très très dur. En fait, avec ce deck, quand on a ces non-engine là, il ne faut pas essayer de stopper les premières steps absolument des decks. Il faut juste stopper les steps qui vont te létal ou qui vont te mettre out of resource, juste pour qu'il termine sur un demi-board et que toi tu aies créé tout son follow-up. Et en fait, ces deux cartes là, elles vont faire exactement le job. Plus elle qui permet de tourner autour de Bestial. Dans le cas où je me fais Bestial Murakumo, que plus tard mon Futsu il reborn un Aramasa, hop, que je tuto le deuxième Murakumo, derrière je peux refaire un rituel, tac, tac, et derrière j'ai quand même accès, ça revient, et j'ai quand même mon Rageki qui est vivant. Donc ça c'est aussi des steps qui sont possibles avec Magatama. Donc pareil, pas pensable de le cutter, toute la versatilité qu'il peut apporter. Plus les game states simplifiés où j'ai juste un niveau 4, pour contrôler avec Magatama, pouvoir gérer du follow-up tout en créant une interruption, c'est vraiment sympa. Voilà, je vais remettre ça dans l'ordre. Donc ça c'est pour toute la pile des Mitsurugi. Maintenant pour tout ce qui est non-engine. Le main était construit contre Mitsu Raizil. J'en ai croisé qu'un au final et ils se sont tous fait sortir très tôt, il n'y en avait qu'un seul en top 16. Assez surpris, mais pas tant que ça parce que je pense que le deck était target par énormément de monde, donc peut-être qu'avec réflexion j'aurais peut-être du target un peu plus les match-ups comme la Nice ou autre, ou le miroir, même que j'ai pas du tout target. Mais je m'expliquerai après, quand j'expliquerai le side. J'ai décidé de jouer 3 Fuva, 3 Purulia et 3 Droll. Donc ça c'est les cartes, les faucheuses entre guillemets de Mitsu Raizil si jamais ça se résout. Je joue pas ces non-engine pour pouvoir faire des plans de combinaison de non-engine, la première pour le premier Raizil et puis la deuxième pour les steps Mitsu, etc. Je peux pas me le permettre parce que ce sera jamais assez stable. J'ai essayé de faire des plans comme ça en cutant un peu de l'engine. Le problème c'est qu'après on a un engine qui génère pas assez tout seul, qui demande des 2 cartes combo pour vraiment être fort, donc j'ai décidé de réaugmenter un peu l'engine et de diminuer non-engine, mais du coup d'avoir des cartes qui sont entre guillemets des faucheuses. Si j'ai une des deux et qu'elle se résout contre Mitsu Raizil, en fait techniquement je suis très bien parce que les demi-boards me font pas peur. Il peut me faire draw 1 ou 2, je m'en fous. Enfin, c'est même très bien, il va faire un demi-board derrière, il va juste faire déto terrain, etc. Ok, fine. J'ai aucun problème à out ça, même s'il me met un petit parti Raizil. Le fait que j'ai Futsu fait que... Pardon, une petite partie Mitsu, fait que j'ai Futsu et pas lui, fait que le grind Mitsu, c'est moi qui vais le gagner et c'est pas lui non plus. Donc, voilà la réflexion. Et puis ça, tout simplement pour le faire quasiment pas turn et pouvoir développer derrière. Voilà, il y avait les trois impulses. Elles sont aussi super cool contre Mitsu Raizil parce qu'elles vont venir cut l'accès au Mitsu. Et en fait, l'accès au Mitsu me fait plus peur que les Raizil parce que pour le coup, un déto avec un terrain, nous, on s'en fout vraiment. On n'a vraiment aucun problème à out déto. C'est pas un problème. Et du coup, là où le Raigeki nous pose un peu plus de soucis, c'est la partie qu'on aime moins. Et du coup, le Dominus Impulse va vraiment pouvoir cut comme il joue qu'une seule magie, qui joue... il n'a pas tous les plays que j'ai de pouvoir d'abord faire des rituels et puis si jamais ça se fait interrompre de pouvoir aller faire Abakiri, etc. Non, il doit souvent faire Abakiri d'abord, tuto la rituel et là on impulse la rituel. Soit s'il a déjà norme, je le fais, si pas, on sait jamais qu'il est Kusanagi en main, du coup je le laisse... c'est un peu tricky parce qu'il peut avoir Murakumo en main, mais dans les faits on peut se dire qu'on peut aussi impulse la deuxième mode. Ça reste de la théorie, je ne l'ai pas beaucoup fait aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Le seul Raizil Mitsu que j'ai eu, ça a duré 15 minutes et en fait j'ai draw des combinaisons de Purulia, il a fait des demi-boards en me faisant draw 4 et ça me fait quand même... et derrière c'était l'autoroute pour l'engine Mitsu qui a déroulé. Du coup voilà, en plus de ça c'est bon contre pas mal de choses, c'est bon dans le miroir, du coup dans Mitsu pur, et c'est aussi bon contre Malice. Ça permet de s'empêcher de se faire létal par crypteur parfois.
Et ça permet parfois d'extendre. J'ai pu faire, j'avais capté qu'un Malice avait une mauvaise main, j'ai pu le faire pass turn avec une impulse et derrière pouvoir dérouler, etc. Le seul problème avec impulse, c'est que la plupart de notre toolbox dans l'extra, elle est cut par impulse. C'est peut-être un axe d'amélioration que je dois avoir pour les prochaines fois, c'est avoir plus de toolbox qui soient feu, eau ou dark, pour pouvoir extend sous impulse. Mais bon, ça c'est des choses qui seront à discuter peut-être pour l'Europe si jamais je décide de repique ce deck-là. Du coup ça c'est Monsieur Impulse, et ensuite la tech, on a le call buy, et ensuite la tech spéciale c'est Enemy Controller. Alors quelle est la réflexion derrière Enemy Controller? J'ai dit plutôt que j'avais pas assez de non-engine pour pouvoir me permettre de compter sur des combinaisons de non-engine. Ce qui fait que je voulais des cartes qui avaient beaucoup d'impact par elles-mêmes, à leur manière, et le problème c'est que j'en voyais pas d'autres par rapport à celle-là. Je pouvais mettre une perm, mais pareil, une perm elle est bien quand elle est combinée. Je pouvais mettre H, mais je m'en fous des Fermi en first, et en second, seule elle est pas assez forte. Je pouvais mettre Nib, mais pareil, elle est pas assez forte Nub, en second, elle est forte en first, mais si j'ai réussi à me setup, et en second, elle fait rien par elle-même. Et j'ai pas cette probabilité de les combiner. Dans ce cas, ce que j'ai préféré choisir, c'est de jouer Enemy Controller. Enemy Controller, en fait, la réflexion, elle vient d'où? Elle vient de par rapport au match-up Malice. Ok, je vais juste montrer, je vais juste ressortir les cartes, etc. Pour montrer un petit peu l'impact d'Enemy Controller. En fait, l'idée, c'est que Malice, ça a des interactions qui ne targetent pas, mais des interactions qui ne targetent pas, qu'on peut forcer. Par exemple, à Murakumo, par exemple, s'il a O7 et qu'il n'a pas de monstre sur le terrain, etc., on peut essayer, parfois, alors s'il a encore des bestiales arrêts, etc., il peut essayer de le refaire plus tard, mais typiquement, on va mettre nos rituels sur le board, que ce soit une ou deux, etc., et on veut le forcer à faire ses banishes sans target. Et j'ai besoin de cartes qui permettent de pouvoir dodge en sacrifiant, pourquoi qu'elles reviennent après, pouvoir sauver entre guillemets les cartes importantes. Par exemple, si j'ai Murakumo et Abakiri, je vais sauver mon Murakumo parce que pour le prochain tour il aura plus d'impact, etc. Et donc le fait de pouvoir sauver des cartes entre guillemets, ça a beaucoup d'importance. Et en fait, à la base, je comptais sur Prayers pour ça, mais le problème c'est qu'avec l'importance de Droll dans le match-up, enfin dans tous les match-up, avec l'abondance de Droll tout court, il devient important de faire Prayers en draw phase. Et du coup, je voulais une autre carte qui pouvait tribute mes cartes rituelles sur le terrain en go second, autre que Prayers, pour que je puisse faire Prayers en draw phase. Voilà. Donc ça, c'est l'optique générale. En plus de ça, ça permet de bait énormément de choses avec les normes. Alors j'ai pas joué de Finsmith, mais par exemple juste pouvoir faire norme effet Enemy Controller, je prends ton DDD, ça force absolument toutes les interactions parce que je check tout le reste. Je check la lacrime dans le cimetière, je check beaucoup de choses, et donc c'est vraiment insane. Voilà, et aussi pouvoir dodge tout simplement les impermes, les veilers, ce qui m'est arrivé pas mal de fois de pouvoir norm et dodge des interactions, ça fait vraiment la différence. Par exemple, même s'il a l'Omni, je pense que je l'avais fait en stream, je norme Saji. Norm Saji, ça montre un petit peu que tu es presque un peu sous copium, donc les gens ont envie d'interrompre ça parce que c'est un petit peu un aveu de faiblesse, mais c'était pas mon cas parce que j'avais déjà tout pour pouvoir faire des rituels, j'avais pas spécialement besoin de Saji, mais je voulais le forcer à faire des choses. Il a un perm ça, j'ai chain icon, j'ai target le A-code ou j'ai le white binder, j'avais target pour forcer le A-code, et derrière voilà, j'avais bait 2 interruptions et son O7 ne bannissait plus, et du coup juste avec icon ça a fait énormément de travail. Du coup voilà, en fait disons que plutôt que d'avoir une non-engine supplémentaire type Entrap, je voulais absolument avoir, en fait, comme si j'avais 3 cartes d'engine en plus, en fait. C'est un petit peu l'idée. En plus de ça, elle a l'avantage que dans les demi-boards, parce que j'ai souvent pass turn pendant le tournoi, j'ai souvent pass turn des game 1 en n'ayant rien. Juste par exemple un Kusanagi, un Saji, un Aramasa, etc. Ça m'est arrivé souvent. Et en fait, juste pouvoir faire icon et pouvoir prendre des plays, parce que l'interaction de voler, enfin c'est plutôt comme ceci, l'interaction de voler un monstre adverse est vraiment très forte. Mon Malice, elle est vraiment très forte de pouvoir voler un monstre, de le cut du cimetière. S'il n'a pas un moyen de le détruire, de le gérer, etc., ça lui fait perdre un tour. Et en plus de ça, d'aller chercher mon follow-up parce que je les tribute,
je l'ai fait vraiment beaucoup de fois et ça m'a vraiment permis à chaque fois de remonter et de pouvoir gagner et du coup pouvoir gagner la game au final. Donc je suis vraiment content de Enemy Controller. Un petit shout-out à Paka parce qu'il m'a demandé de le faire, parce qu'il m'a montré la tech début de semaine. Et c'est une carte que j'adore. Enfin, c'est vraiment une carte que j'adore énormément de base, donc il ne faut pas beaucoup pour me convaincre de la jouer. Mais là, pour le coup, il m'a juste montré, je l'ai essayé, j'ai tout de suite été amoureux. Elle a vraiment bien fonctionné. Donc pour le coup, Enemy Controller a vraiment fait le taf et je trouve que dans la line-up de non-engine que je joue, elle est vraiment cohérente et elle a totalement sa place. Du coup, voilà. C'est tout pour le main deck. Donc je vais remettre ça. Et le call buy, évidemment, le call buy c'est pour les drôles. Je voulais me donner une petite carte en plus aussi pour sac et aussi pour hache parce que parfois j'ai des mains qui sont sensibles à hache. Mais ça, on peut en parler quand je vais montrer mon side maintenant. Du coup, mon side. Mon side. Alors, j'avais besoin de 6 cartes de first parce que j'avais 6 charmises, tout simplement. Donc 3 jugements. J'hésitais avec Warning, mais en fait je voulais une carte qui soit extrêmement forte contre Malice et qui puisse aussi beaucoup composer. En fait, si je joue contre Mitsu Raizil, de toute façon j'ai plus de chances d'avoir combo. Parce qu'il a beaucoup moins d'entrap. Contre Malice, j'ai très peu de chances. Enfin, il y a des chances que je combo pas. Et en fait, je voulais une carte qui soit tellement forte, aussi contre Malice en first, et qui soit générique dans les autres match-ups pour pouvoir tempo un tour et pouvoir jouer le tour d'après, ou alors juste avoir suffisamment de ressources. Donc ça, sur le lien 3, évidemment, c'est super important. Et derrière, j'avais besoin de 3 cartes de plus. Les 3 cartes de plus, c'est le cross-out. Alors, je déteste cette carte et dans la plupart des listes où je vois cross-out, je trouve que c'est une hérésie de la jouer. Mais j'ai dû admettre que dans mon plan, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux situations. En fait, pour moi, il y a 3 match-ups. Il y a le miroir, il y a Mitsu Raizil et il y a Malice. Dans le miroir et Mitsu Raizil, en fait, je dois jouer aucune brique en plus d'elle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Droll, je le joue de toute façon parce qu'il est fort dans le match-up. Et les charmises, je les retire parce que mon deck s'en fout royalement. Enfin, je peux très bien jouer autour, donc j'ai pas besoin de mettre ces targets-là pour être ça. Donc en fait, c'est vraiment juste une carte, en plus de pouvoir target une mission roguée rituelle adverse. Donc ça, elle faisait beaucoup de sens. En plus, dans le match-up Malice, j'ai accepté, dans le match-up Malice, de rajouter un Droll en brique. J'ai rajouté un Droll en brique, tout simplement parce qu'en fait, je joue aussi Impulse et ça me permet d'avoir une carte aussi qui pouvait target Impulse. Ici, ouais. Et donc ça me permettait pour ma liste de pouvoir faire ceci. Et derrière, la dernière carte de Go First que j'ai, la 5e carte de Go First que j'ai, c'est Ash Blossom. Ash Blossom, ce qu'elle fait, c'est pas une mauvaise carte de Go First, et comme j'ai dit plus tôt, il y a des mains où elles sont faibles à Ash. Tout simplement, par exemple, si j'open juste pré-prep ou des choses comme ça, par exemple, mon top 16. Le top 16 où justement j'ai brick sur pré-prep, enfin pré-prep mirror, mais s'il n'y avait pas mirror, j'aurais quand même été sensible à H. Et ça arrive, il y a des moments où j'ai déjà passé turn pendant le tournoi sur une H. Et du coup, je voulais une carte en plus qui me permette de dire, ok, en fait, tu peux à la fois jouer Droll et jouer H, les deux sur l'entrap qui t'importent. Et donc en fait, c'est comme si tu avais un call buy en plus, typiquement. Dans les match-up Raizil Mitsu et dans le match-up Malice, j'avais ça en plus qui avait de l'impact. Et du coup, voilà. Du coup, elle avait un petit peu ces 3 rôles-là dans le match-up. Donc ça, c'est dit. Donc ça, la hache. Et ensuite, il me manquait une carte de first. Et j'ai décidé de jouer TTT. J'ai décidé de jouer TTT parce que je voulais pas jouer une carte jugement, enfin un Solem en plus. Je voulais une carte qui soit polyvalente aussi en go first et go second dans certains match-ups qui sont un peu rogue, etc. En fait, je sais que contre Malice, il y a des très grandes chances qu'il me la rende vivante. Et vu qu'il joue très peu d'engine en go first, en go second post-side, en fait, je peux juste regarder sa main, dégager sa engine ou alors tout simplement la non-engine qui me permettra de ne pas jouer. Et je ne l'ai pas résolu du tournoi, mais en théorie, elle est. En fait, j'ai été très peu first du tournoi, donc c'est pour ça que j'ai pas résolu Crossout, j'ai pas résolu TTT, mais au final, j'ai très peu été first parce qu'au final, j'ai perdu beaucoup de dés et j'ai win pas mal de fois de 0. Donc ça aide. J'ai perdu mes 6 premiers dés et je les ai. Je pense que j'ai fait 5 fois de 0 ou 4 fois de 0. Enfin bref.
Voilà, donc ça c'est la théorie avec ça. Et aussi les match-ups où Purlia il n'est pas spécialement bon. En fait je peux le rentrer aussi. Par exemple dans le miroir pur, je rentrais C3 la carte là aussi en go second pour pouvoir gérer Murakumo parce que c'est fort pour pouvoir un foot sous ce genre de choses et parce que la carte aussi peut attraper sur des timings. Et je retirais des charmises. Mais en théorie, elles sont là pour le go first, avec la polyvalence de pouvoir être là en go second si jamais il y a un charmy qui est pas bon et que j'ai envie de rajouter une carte. Ensuite, le reste, c'est que du Malice 8. Ça va être 3 Chaos Center et 3 Lancea. Alors pourquoi Chaos Center et pas Mules? Tout simplement parce que je suis conscient qu'il y a une carte qui existe qui s'appelle Mistaken Arrest. Et en fait, je partais du principe que si lui me flood, moi, il faut que je flood plus fort. Et je voyais un petit peu les listes qui étaient jouées en top, etc., qui n'ont pas de out direct à Chaos Center. Alors il y en a qui jouent au Bomber, mais je sais que beaucoup de gens, du moins ici, ont peut-être beaucoup de comment dire, de backup, etc., ce qui leur donne moins de play autour de Chaos Center. Et donc voilà, en fait je voulais sac un petit peu, je voulais donner la possibilité d'avoir un beatdown, d'avoir une auto-win, alors je ne l'ai jamais draw malheureusement, mais dans le testing elle a été plutôt bonne, donc je rentrais ces 6 cartes là en second et je retirais mes 3 drolls et je retirais aussi 3 cartes d'engine pour dire d'être un peu plus puissant. Parce que Malice malheureusement une fois qu'il est en rotation ça devient compliqué. Le match-up devient compliqué. Donc voilà, donc ça c'est parce que Mistaken Arrest existe en vrai que je joue cette carte là, sinon ça aurait pu être très bien être Mules, qui en fait aurait même été mieux pour d'autres match-up, mais bon, c'est comme ça. Et les 3 dernières cartes c'est Spooky Dog. Alors pourquoi Spooky? Parce que mes siding patterns étaient complets pour Malice, et en fait il n'y avait aucune carte que je trouvais bonne à rentrer pour Rising Mitsu. Tout simplement parce que les faucheuses qui existent étaient déjà dans mon main deck. Et en fait j'étais parti du principe qu'en fait contre Rising Mitsu, j'ai pas besoin de side quoi que ce soit. Peut-être que je peux mettre une hache juste pour augmenter un peu mes chances et de le faire pass turn, on sait jamais, mais je le fais même pas. C'est peut-être au feeling, mais en théorie je le fais pas. Et du coup, en fait, je voulais une carte qui pouvait me permettre de couvrir des situations que je ne couvrais pas. Et j'ai un deck qui dit que, viens, on va se battre Dungeon à Engine. On va faire en sorte de grind le plus possible. Et je sais que la game 1, elle peut durer extrêmement longtemps. Ce qui fait que la game 3, possiblement, à 10 minutes de la fin, elle démarre. Et en fait, ça me donne, que ce soit contre Malice, soit contre Rising Mitsu, ça me donne 3 faucheuses en plus. Donc contre Rising Mitsu, je passe à 12. Contre Malice, je passe à 9, bon, même si, faucheuse c'est un grand terme, c'est parce que tu les actes à gagner, mais vous comprenez. Et du coup, tout simplement, pour pouvoir couvrir les situations que je ne couvrais pas de base. Elle m'a servi en stream, c'est la seule fois que ça m'a servi, j'ai jamais été au time autre que ça au final. Mais je gagnais pas la game sans ça, donc au final ça reste une game qui a fait son rôle de faucheuse, le rôle de faucheuse qu'elle devait faire. Elle m'a permis de survivre un tour, elle a mis énormément de pression et elle a forcé les displays, donc c'est exactement ce qu'elle devait faire. Et puis il me restait 2 minutes pour jouer, j'avais 5 fois son nombre de life points, j'en sais rien. Et j'avais des plays parce que j'avais pu gérer du follow-up, j'avais TTT en main en plus, voilà, j'étais vraiment bien, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Donc pas déçu de ce choix-là, c'est pas une carte très saine pour le jeu, j'en suis conscient, mais en tout cas elle a fait le travail dont j'avais besoin. Ceci dit, je m'attendais pas à avoir autant de Pure Mitsu, j'en ai joué 3 ici, il y en avait quand même pas mal en top table, au final il y en a que 2 qui ont top, mais il y en avait pas mal dans les top tables dans les dernières rounds. Ce qui fait que j'ai aucun side pour Pure Mitsu. Je rentre ces 3 là en fait et c'est tout, j'ai rien d'autre. Je sais qu'il y en a qui avaient des bestiales, etc. J'ai dû affronter les Pure Mitsu avec des bestiales, ça ne me donne pas l'avantage. Mais d'un point de vue un petit peu, comment je peux dire ça, condescendant dans ma réflexion où je me suis dit et puis si je tombe contre un Pure Mitsu, j'ai qu'à être meilleur que lui et je gagnerai. Alors je dis pas que c'est pour ça que j'ai gagné mes miroirs, mais en tout cas j'ai pu m'en sortir sans avoir plus de side contre. J'ai eu la chance aussi de la réussite, mais en tout cas ça m'a pas manqué. Maintenant, si le méta-call est un peu différent et qu'on a plus de chances de tomber sur des Pure Mitsu que des Rising Mitsu, ça change tout. Mais voilà, le méta-call a fait que je me suis retrouvé avec cette liste-là. Il y a eu très peu de Rising Mitsu, ils sont en top table, il n'y en avait quasiment plus aucun. Et donc au final, la théorie de mon main deck était plus si vraie que ça, mais voilà.
Donc ça c'est mon side avec toutes les explications de pourquoi, du comment. Ah, et aussi, ouais, j'ai pas dit, mais j'ai mis ça à la place de warning, tout simplement parce que je suis pas un deck qui paye beaucoup avec les Life Prime comme ma liste, donc en soi, si je suis low, c'est pas trop grave tant que je sais payer 800. Et elle est un peu plus polyvalente, au cas où mon adversaire joue Board Breaker contre. Ouais, c'est ça, elle est juste plus polyvalente si jamais il joue Board Breaker. L'extra maintenant, et on a bientôt fini. Deux Dynamondo, j'ai décidé d'en jouer 2 parce que la deuxième elle pouvait quand même. Ça m'est arrivé de sortir la deuxième, donc j'en ai eu besoin une fois, donc ça m'a servi. C'est une des meilleures cartes de l'extra, malheureusement elle est terre, donc si on fait une pulse on cut l'accès. Mais c'est génial de pouvoir forcer quelque chose et derrière d'avoir de pouvoir tribute, etc. Et par exemple ça m'avait fait gagner en stream, je sentais au timing qu'il avait un bestial et du coup je l'avais mis le Dynamondo. J'avais gardé Prayers en main en une phase au cas où il allait me bestial mon Murakumo. Au final il l'a pas fait. Et en fait en draw, quand j'avais besoin de faire mon Raigeki, j'ai tribute. En fait j'avais plus de monstres sur le board et du coup il pouvait pas me bestial et du coup mon Murakumo est venu se résoudre et j'avais ma Gatama derrière encore pour contrôler et pouvoir essayer de tempo et survivre. Et c'est ce qui s'est passé. On pourrait discuter de cette game là, je pense que j'ai pas utilisé l'effet de Murakumo au bon moment, je pense que j'avais un meilleur timing pour le faire connaissant son bestial en main. Enfin, je savais qu'il y avait un bestial en main et c'était correct, je le savais parce que au timing de réflexion qu'il avait, mais j'aurais pu mieux jouer celle-là. Disons que j'aurais pu le cut beaucoup plus de choses. Mais dans les faits, elle a quand même été gagnée, donc je m'en souviens. L'IP qui est la piece de endboard avec SP. En fait, IP il va soit sur Dynamondo, soit sur SP, ça dépend des situations. Si j'ai assez d'accès au rituel, etc., je vais passer là-dessus. Si pas, je vais passer sur SP pour faire double interruption, ou alors même parfois, c'est con, mais il y a parfois des situations, alors ça m'est pas arrivé ici, mais tu sens que le gars il peut te gérer tout ton board et juste pouvoir par exemple SP et dégager soit ton Murakumo ou un Futsu, etc., pour qu'il vienne au prochain tour. Bah, c'est très fort. C'est très fort. Surtout si on récupère Prayers derrière, ça donne énormément de choses. Charmer, en fait, Charmer, il est surtout là pour pouvoir faire SP, qui bannit. SP qui bannit sans balancer par IP, quoi. Parce que le problème, c'est que vu qu'on joue pas beaucoup avec notre extra, souvent, si on veut transformer deux monstres en SP qui bannit, on doit passer par une Dark, voler un truc et puis faire SP. Elle est surtout là pour ça. Après, ça peut voler des Ball Drake, ça peut voler en miroirs. J'ai la game 1, ma première round, je l'OTK sous roll parce que je pique sur Murakumo. J'ai le mien, j'ai Murakumo, ça, tac, 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 et ça tape surtout. Et j'ai décidé de jouer Phoenix. Pourquoi j'ai décidé de jouer Phoenix? Parce qu'on n'a pas beaucoup de pet MP dans ce deck là. Alors on a Dynamondo SP pour pouvoir gêner les MP, mais souvent j'avais envie de pouvoir turn un monstre niveau 4 et un rituel. Tac tac. Un monstre niveau 4 et un rituel, on a un pet MP. Et du coup ça peut pas être Tornado, ça peut pas être Dingirsu. Et j'ai potentiellement fait une pulse. Et du coup en fait je voulais juste une possibilité de pop par exemple un terrain Ryzil, de pop une inconnue avant de faire des plays, par exemple potentiellement une pulse, ce genre de choses. Je voulais juste pouvoir me donner cette toolbox. De pouvoir pet une MP avec des monstres différents que d'habitude. C'est tout pour les liens 2. Bon, au final, voilà, ça je ne l'ai pas invoqué du terrain. Je ne l'ai pas invoqué du tournoi au final, mais les autres, oui, je les ai toutes faites. Les X6-4 maintenant, parce que c'est les plus faciles à invoquer et à spammer. Tornado, il m'a servi une fois et il m'a fait gagner. Enfin, il reste une inconnue, on pop et derrière on peut jouer. Colonie du Mal, lui, il est en endboard, mais en réalité, je le fais plus. Je le faisais beaucoup au début quand je jouais le deck. J'aimais énormément, mais au final, je le fais plus parce que je privilégie IP parce qu'il génère beaucoup. Mais il est très fort, mais il est cuttable. Je ne l'ai pas sorti du tournoi, mais il est très fort parce que pouvoir 7-2 contre Malice, par exemple, quand tu vas first contre Malice et que tu cites là-dessus, c'est quand même chiant out. Exiton, bah, lui, il m'a servi. Pouvoir forcer aussi des interrupts, pouvoir détruire des trucs, etc. C'est vraiment sympa. Code Ignister, il m'a servi aussi. Quand tu te fais tout interrupt, que tu as une main full rituel, etc. et que tu n'as pas accès à tes magies, ben, en fait tu as un push en plus. Et il n'est pas négligeable, en plus il a 2003 d'attaque. Ça peut taper au-dessus de body et ça peut se turn en Zeus. Donc c'est sympa. Baguska, pas sorti du tournoi, mais en théorie si je prends Droll ou ce genre de choses et que j'ai pas accès à mon engine mais que j'ai quand même accès à 2 niveau 4, ben, je peux quand même sit dessus. Et il n'y a pas de souci. Et du Garès. Pour pouvoir OTK, l'idée c'est si j'ai 2 monstres niveau 4 et
et Murakumo, je peux faire ça, doubler l'attaque Murakumo, taper. Ça suffit même pas, mais bref, avec encore un body en plus, on va dire. Mais ça me permet d'avoir un énorme beatdown. C'est la théorie, je l'ai jamais sorti, je l'ai jamais fait, même en PT, je l'ai jamais fait. J'ai jamais utilisé l'effet de draw, je l'ai jamais invoqué tout court. Mais dans l'idée, il peut servir. De toute façon, on a un extra qui est comme ça, ou deux, ça peut servir. Donc ça peut être que table aussi si je trouve des choses plus importantes. Je joue pas de lutin parce que ça arrive aussi juste jamais d'avoir 2 niveaux 4 et de devoir tuto un autre monstre reptile. On veut tuto des magies, pas des monstres en général. Donc je l'ai pas joué, il m'a pas manqué non plus, il n'y a jamais de situation où j'en ai besoin. En X68, je joue uniquement Dingirsu. Alors je suis fan d'Orcust. À la base, je vais venir avec Orcust aujourd'hui. Mais voilà, ils ont annoncé, c'est peut-être un signe du destin au final. Mais les gens pensaient que je jouais cette carte parce que j'étais fan. Non, le premier jour où j'ai vu Mitsurugi, j'ai commencé à jouer Mitsu pur, j'ai tout de suite mis dans l'extra parce que je trouve que c'est un des meilleurs body pour mettre niveau 8. Ça attrape plein de gens, ça protège 2 fois de la destruction, ça attrape les détonateurs, ça attrape le miroir, mais de fou. Tu mets ça en miroir, c'est une dinguerie. Tu sais sans target, le mec il te fait ta prière, paf, paf, ça dégage. Et derrière tu fais Zeus dessus sans pression. Il y a des plans parfois où tu sais pas trop jouer mais tu arrives à mettre de niveau 8, paf, tu fais Dingirsu dessus, tu tapes. Même si par exemple, ça m'est déjà arrivé dans le playtest, je crois à un OTS, où le mec a des bodies, il n'y en a aucun que je peux taper dessus parce que l'attaque est inversée, il a le terrain et il a les lignes. Ok, pas de souci, je tape sur sa ligne, je protège de la destruction, mais une phase 2 de Zeus est fait, et après derrière je peux continuer mes trucs. Et du coup c'est très... elle est vraiment très... Je pense que c'est vraiment la meilleure X8, je joue pas d'autres, elles arrivent jamais. Donc premier degré, je dis pas ça parce que je suis fan. Dingirsu est la meilleure X68 pour Mitsupu. Voilà, j'ai pas peur de le dire, j'assume. Zeus, du coup, pour accompagner dessus. Merci à Joe d'ailleurs pour le 10 en multi qui m'a prêté. Je suis sûr que je l'ai cette carte, mais je l'ai paumé. Enfin bref. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai fait une fois du tournoi, il n'était pas vraiment utile, mais je l'ai fait histoire de faire un board encore plus fort. Mais ça m'est déjà arrivé dans des playtests de taper même, parfois taper sur un déto et main phase 2, faire seulement l'X6 après et taper le Zeus dessus. On m'a déjà dit quand j'étais en train de playtest sur DB, mais t'as pas tapé avec une X6, je tapais avec la tienne. Donc il est important dans l'extra, il met beaucoup de pression, donc le fait de l'avoir est important, même s'il m'a pas servi vraiment lui. Et Typhon, lui pour le match-up Rising Mitsu aussi, parfois tu fais des plays, etc. Vu qu'il n'y a aucune restriction à aucun moment dans notre deck, on peut juste terminer par un Typhon et hop, renvoyer, etc. Ça peut servir à l'étal, gérer des bodies qui sont pas ciblables, etc. Lui par exemple aussi, des bodies qui sont pas ciblables, ou même destructibles par effet. Un wiki ou des conneries pareilles, ça peut servir. Du coup voilà. Ça c'est pour l'extra deck. Du coup j'ai terminé le profile. Je vais passer au shutout. Donc j'ai pas mal de shutout à passer. Je vais commencer par Paka et Martin que j'ai saoulé pendant 2 semaines. Enfin déjà je voulais les saouler avec Orcus, mais finalement je les ai saoulés avec ça. Donc je les ai accompagnés pour leur CDF à Caen. Et derrière, je les ai saoulés par rapport à l'IS. J'ai pas mal testé avec eux, j'ai fait beaucoup de discussions, beaucoup de théories avec eux. Donc je pense que si ma liste en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux, notamment. Je vais shout-out tous les gens de Mons également. Tous les gens de Mons qui sont venus avec. Joe pour le Zeus, mais aussi pour les playtests, parce qu'on a pas mal joué ensemble. La team a fait un très bon résultat, je suis vraiment fier d'eux. Beaucoup ont fait de 6-3, il y en a pas mal, il y en a quelques-uns qui étaient ça de du X2 à la fin et ils auraient pu top. Mais on a Max qui a chopé notre calibre, donc on sera 5 pour l'Europe, ça serait vraiment sympa. Donc, gros shout-out à toute l'équipe de Mons. Gros shout-out aussi à tout le Luxembourg, au Mana Temple. Si je pense que j'ai pu un petit peu réaméliorer mon niveau de jeu, parce que je trouve que l'année dernière, mon niveau de jeu était vraiment pas bon. Je pense que j'ai pu un peu le rehausser tout simplement parce que j'ai du temps de jeu supplémentaire. Et si j'ai du temps de jeu supplémentaire, c'est parce que on a 2 locales par semaine le soir, après le travail. Il y a un bon niveau, les gens jouent bien, ça joue méta, ça réfléchit, il y a une bonne ambiance, il y a des bonnes discussions, etc. Donc vraiment tout pour tous se pousser vers le haut. Donc gros shout-out au Mana Temple à qui je dois beaucoup ici. J'espère qu'il y en a qui ont pu faire des résultats au German ici.
voilà. Shout out à tous ceux aussi qui sont venus à l'event. À Dim, à Chris qui a gagné son 2e CDB, 3 finales en 4 ans, c'est une machine. Chris, Régis que je vois d'ici, Bastien aussi avec qui pas mal de fois. On a moins discuté parce qu'on savait qu'on faisait tous les deux le CDB de toute façon, mais avec qui on théorise aussi pas mal de temps, enfin pas mal de fois de manière générale. Et j'ai vraiment peur d'avoir oublié quelqu'un. Et oui, bah, les gars de Bruxelles aussi, en plus de Noah, enfin en plus de Paca et de Martin, on a Noah, on a Franklin, tout ça, Hakim, plein de gars de BX qui étaient là, avec qui on joue de temps en temps. Donc shout out à eux. Donc voilà, shout out à plein de gens et shout out aussi à mes parents qui m'ont soutenu et qui m'ont préparé un bon repas pour être mangé sain et équilibré pour Stop Cut, même si j'en avais pas besoin parce que je me suis fait sortir trop vite pour pouvoir manger, mais dans l'idée, voilà. C'est tout, n'hésitez pas, si jamais à un moment vous avez des questions. Et putain, mais oui, j'oublie le GOAT Admin. Shout-out à Admin qui m'a protos plein de fois ce jeudi avant le tournoi, avec qui j'ai fait le token. Voilà, mon partenaire de duel. Il était compté dans l'équipe de Mons, mais il a le droit à un shout-out en plus particulier. Du coup voilà, n'hésitez pas à me contacter si jamais il y a des questions ou si vous voulez discuter Mitsu. J'adore le deck est vraiment sympa, c'est totalement mon style de jeu et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à changer, à améliorer, mais je pense qu'on converge vers quelque chose de solide et il y a encore de belles choses à faire avec. Ciao ciao.